Bonjour, je me doutais bien que l'amphithéâtre serait un petit peu dépeuplé, mais je vous remercie d'être là. Je voudrais aussi souligner que je suis là parce que, voilà, nous avons des cours à dispenser, mais que fondamentalement, je suis en sympathie avec le mouvement lui-même. Et ce n'est pas parce que je suis ici aujourd'hui. Voilà, je pense que là, il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Je vais vous emmener en Grèce tout de suite pour cette leçon, donc la 8e leçon de cette série. Alors, la semaine dernière, l'examen du cycle végétatif et du cycle des travaux agraires, vous vous souvenez que j'ai bien fait la différence entre les deux, a permis d'étayer le profil de Déméter tel que la lecture des textes archaïques et l'étude de ses attributs onomastiques l'avaient progressivement dégagé. Donc une déesse des herbacées, puisque j'ai utilisé ce terme la semaine dernière, la déesse des herbacées, que sont les céréales et les légumineuses, c'est carpoi sec, dont vous vous souviendrez que Théophraste disait qu'il venait de la graine. Et donc ce rapport aux semences, la terre des semis par rapport à la terre des plantations, c'est une réalité de terrain qu'on ne doit pas perdre de vue quand on tente de comprendre comment les dieux sont sollicités par rapport au cycle de la végétation. Alors, sur cet arrière-plan, nous l'avons vu dans les nombreux tableaux que je vous ai soumis, sur cet arrière-plan, les thesmophories s'inscrivent majoritairement dans le temps des labours et des semailles d'automne, en tout cas sur les tableaux athéniens que je vous ai montrés la semaine dernière, alentour du mois athénien de Pianoption, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Il faut simplement, je dois simplement préciser, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais que cette grille de lecture athénienne, qui est fondée donc sur le calendrier athénien, ne correspond pas systématiquement. Donc les thesmophories comme faites en rapport avec les semailles, c'est évident et on va le voir encore aujourd'hui, mais d'un point de vue strictement calendaire, on a par exemple à Délos, les thesmophories se tenaient en métagaetnion, c'est-à-dire 2 mois plus tôt qu'à Athènes. À Thèbes, il semble, d'après un passage de Xénophon, que les thesmophories pouvaient se célébrer, en tout cas au début du IVe siècle, en été, mais bon, l'été est une donnée calendaire assez élastique, donc il faudra qu'on repense aussi ce rapport à l'année liturgique. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la fête attique, au départ de documents variés, pas de tableau aujourd'hui, uniquement des textes, et quelques images. Donc voilà le menu du jour. Je vais donc, avec le premier point, reprendre de façon circonstanciée la scolie au dialogue des courtisanes de Lucien. Je l'avais lu rapidement quand nous avons évoqué le sens même du mot thesmophoros, il y a 15 jours. Ensuite, nous verrons ce que les Thesmophoria Zousa et d'Aristophane laissent poindre comme information sur le rituel. Et enfin, je mettrai ce faisceau d'éléments en résonance avec la documentation provenant des dèmes attiques. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé dans le titre de la leçon les thesmophories athéniennes. Nous allons donc repartir de cette fameuse scolie. Je vais d'abord relire avec vous l'ensemble du texte pour le remettre en place, et puis je l'analyserai dans ses différentes composantes, notamment en produisant le grec que vous n'avez pas encore sous les yeux, parce qu'il y a une série de choses qui imposent de se pencher sur le texte original. Donc je relis cette traduction que j'ai produite avec vous. Les thesmophoria sont une fête des Grecs incluant des mystères. Le même type de chose est appelé aussi skyrophoria. Ils étaient accomplis selon le récit plus fabuleux, puisque lorsque Corée a été enlevée par Pluton alors qu'elle cueillait des fleurs, une certaine Eubouleuse, qui était porchée, faisait paître ses porcs à cet endroit et ils furent avalés par la cavité en même temps que Corée. C'est donc en l'honneur d'Eubouleuse que l'on jette les porcelets dans les cavités de Déméter et Corée. Les restes pourris de ce qui est jeté dans les mégaras sont remontés par des femmes appelées puiseuses qui se sont gardées pures pendant 3 jours.
Elles descendent dans les espaces interdits et, ayant retiré les restes, les placent sur des autels. On considère que celui qui prend cela et le mélange aux semences obtiendra de bonnes récoltes. Donc, vous voyez, le rapport aux semences, aux récoltes, au labour est évident. On dit aussi qu'il y a des serpents sous terre, de par les fosses, qui consomment l'essentiel de ce qui est jeté. C'est pourquoi on fait du bruit quand les femmes puisent les restes et quand elles déposent à nouveau ce qui a été façonné, afin d'éloigner les serpents que l'on considère comme les gardiens des espaces interdits. Les mêmes types de rites sont appelés arétophoria ou aréphoria. Ils sont accomplis sur le même principe concernant la production des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Ce n'est pas une erreur de traduction, c'est bien la production des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Il y a une sorte de croisement des données qui est intéressant. Là encore, sont remontés des objets sacrés secrets faits en pâte de blé, qui sont des imitations de serpents et de sexe masculin. Elles prennent aussi des branches de pin en raison de la fertilité de la plante. Dans les espaces secrets appelés mégara, elles les jettent avec des porcelets, comme on l'a dit déjà, et ceci en raison de leur abondante progéniture, comme symbole de la naissance des fruits de la terre et de celle des humains, en tant qu'action de grâce pour Déméter, puisque par l'apport des récoltes démétriaques, elle a civilisé tout le genre humain. Ainsi, l'explication de la fête donnée en haut est mythique, tandis que celle que l'on propose est naturelle. Donc voilà ce texte exceptionnel à bien des égards, qui avait été en fait, qui a été publié pour la première fois par Erwin Rode, qui l'a exhumé d'un manuscrit de Lucien. Donc vous voyez en 1870. Je fais simplement, il a été abondamment étudié, mais je voudrais renvoyer plus particulièrement à cet intéressant article de Nick Lowe, donc publié en 1998, et aussi vous rappeler ce que je vous ai dit d'emblée en évoquant la bibliographie sur le thème, le passage de l'ouvrage de Robert Parker, Polytheism and Society at Athens, sur le thème, qui est vraiment excellent. Et qui reprend lui aussi évidemment la scolie, puisque on ne peut pas travailler sur les thesmophories sans passer par cette scolie. Donc maintenant, je voudrais l'analyser avec vous, parce que plusieurs éléments essentiels ressortent de ce texte, et donc que je reprends de façon systématique, avec le grec cette fois. Donc vous voyez, les thesmophoria sont une fête des Grecs incluant des mystères. Le même type de chose est appelé aussi schirophoria. Donc la fête, comme vous le voyez, est rapportée à l'ensemble des Grecs, et non à une cité précise. Il y a cette connaissance des Grecs et du commentateur aussi que c'est une fête extrêmement répandue. Mais l'ancrage de la notice est athénien, comme on va le voir. Quant au terme de mysteria, donc les mystères auxquels recourt le scoliaste, il indique qu'une partie de la célébration est secrète. C'est un point que nous avons déjà vu explicitement avec le même vocabulaire chez Hérodote quand il parlait de la fête. Ce que la scolie ne précise toutefois pas, c'est le caractère exclusivement féminin des célébrantes. Quant à la mention des schirophoria, ici, c'est sans doute la fête des Skyra que nous avons déjà vu passer, notamment dans les tableaux de la semaine dernière, donc une fête qui est célébrée le 12 Schirophorion. Nous sommes là à la fin juin, début juillet. À Athènes, fête compliquée parce que les traditions qui en parlent sont contradictoires, mais dans les textes que nous avons vus ensemble, il s'agit d'une fête de femmes pour Déméter également. Alors l'expression du scoliaste a plongé bon nombre d'interprètes dans une forme de perplexité, parce que beaucoup comprennent cette phrase en grec tadaouta kai schirophoria kaleitai comme étant ils appellent cela schirophoria également, mais je pense que là on a simplement une sorte d'analogie qui est opérée. Ils appellent ce genre de choses aussi schirophoria. Alors, je m'en mêle dans mes papiers. Donc, l'expression, on vient de le voir. Contrairement donc à un Hérodote qui affirme qu'il ne peut pas révéler l'indicible contenu de la célébration, la glose ici, donc la scolie ici, semble en fait éventer le secret. Éventer le secret en évoquant le rituel qui consiste à précipiter des
porcelés dans les cavités de Déméter et Corée. Vous voyez ici le mot chasmata, tes Démétros kai tes Corès. Les chasmata, sur lesquels je vais revenir. Alors, l'explication de ce geste rituel, dans la partie que vous avez sous les yeux, est rapportée au récit de l'enlèvement de Corée par Hadès au moment de l'ouverture du sol sous l'effet de la cueillette du narcisse miraculeux. Vous vous souviendrez de l'analyse de l'hymnomérica Déméter à laquelle nous avons procédé précédemment. Le porcher Euboulos et ses animaux se trouvaient donc au mauvais endroit au mauvais moment et auraient connu le même sort que Corée, descendant dans l'outre-monde. Mais c'est un épisode qui n'apparaît pas dans l'hymnomérique. C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous en parler. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que nous, modernes, avons l'habitude d'appeler une étiologie. Une étiologie, c'est-à-dire une explication qui se fonde sur un événement du passé considéré comme l'origine des actes accomplis. Donc l'événement fondateur, ici, la chute de Bouleuse et de son troupeau, est en fait la première fois d'une itération rituelle qui va la commémorer. C'est ce que le glossateur qualifie ici de version plus fabuleuse. Vous voyez ici, ton mutodesteron logon, et ce comparatif va s'expliquer plus loin. La précipitation des porcelets est donc mentionnée en lien direct avec l'étiologie, mais l'évocation du rituel lui-même ne s'arrête pas là. C'est la suite de la scolie. Donc, les restes pourris de ce qui est jeté dans les mégaras en bas sont remontés par des femmes appelées puiseuses. Les cavités, donc les chasmata, qu'on vient de voir précédemment, reçoivent ici le nom de mégaras sans autre explication. Mais donc le retour du chasma, des chasmata quelques lignes plus loin, montre bien qu'il s'agit de la même donnée. Quant à la purification préliminaire des puiseuses, qui doivent se garder pures pendant 3 jours, il s'agit probablement de l'abstention de relations sexuelles, ce qui atteste indirectement leur statut de femmes mariées. Le bruit qui est effectué à l'approche des cavités, donc c'est pourquoi on fait du bruit quand les femmes puisent les restes et quand elles déposent à nouveau ce qui a été façonné, doit faire fuir temporairement les serpents qui gardent la cavité. Et ça vous rappellera peut-être ce passage d'Hérodote que nous avons vu précédemment où Miltiade, l'Athénien, veut prendre la ville de Paros et se fait aider dans son plan par une sous-officiante des 2 déesses à Paros, et donc va essayer d'entrer dans le Thesmophorion. Et là, nous dit Hérodote, il s'approche du Mégaron et il est pris de frayeur et il s'enfuit. On voit bien que c'est le même type d'arrière-plan de représentation qui se trouve ici associé au serpent. La présence donc, de serpents, donc les restes putréfiés sont ensuite sacralisés par déposition sur les autels, et puis le mélange avec les semences se fait manifestement par ailleurs. Cette présence de serpents comme gardiens des cavités implique donc de protéger les puiseuses quand elles font leur office, et cet office compte 2 temps. Vous avez le puisage des restes, et, nous dit le texte, elles déposent à nouveau ces plasmata. Les plasmata, c'est en fait un plasma, c'est quelque chose de façonné. Ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être aussi une idée ou une intrigue. En l'occurrence ici, c'est de la boulangerie. La suite du texte, on avait commencé par une comparaison avec les Schirophoria. Dans la suite du texte que vous avez sous les yeux, on a la même expression, donc tadeotakai kalaitai, donc je traduis de la même manière, le même type ou les mêmes types de rites, de choses, de rites, sont aussi appelés aretophoria. Et donc, cette référence atteste qu'il y a bien des manipulations de gâteaux ou de pain pendant cette fête. Vous avez, donc, ils sont accomplis sur le même principe concernant l'annonçance des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Là encore, sont remontés des objets sacrés secrets faits en pâte à pain qui sont des imitations de serpents et de sexe masculin. Bon. Là, il faut ouvrir une petite parenthèse pour voir de quoi il s'agit et ça nous aide à approfondir cette appréhension de ce que la glose nous apporte en termes de connaissance de ce qui se passe sous Thesmophorie. En effet,
Si la glose s'ouvre sur l'affirmation que les thesmophories sont une fête des Grecs, le référent dont il est ici question, les aretophoria ou arephoria, on a les deux graphies, sont une fête connue pour Athènes. Pour Athènes, et grâce à quelqu'un dont vous êtes maintenant habitué d'entendre le nom, grâce à l'infatigable Pausanias, qui a gardé en mémoire sous le nom d'Arephoria un rituel athénien dont je vais vous parler, sur lequel on va ouvrir la comparaison, puisqu'explicitement le glossateur nous y invite. Que nous dit Pausanias de ce rite? Donc nous sommes au livre 1 de sa périégèse. Il est sur l'acropole, pas loin du sanctuaire d'Athénapolias, et il évoque les environs et ce qu'on fait dans ces environs. Je lis la traduction de ce passage du chapitre 27 avec vous. Deux jeunes filles habitent non loin du temple de Polias, et les Athéniens les appellent aréphores. Vous voyez que ce sont les pratiquantes des aréphorias, celles qui agissent pendant les aréphorias. Elles passent un certain temps auprès de la déesse, et lorsque la fête arrive, voici ce qu'elles accomplissent de nuit. Elles posent sur leur tête ce que la prêtresse leur donne à porter, et celle qui donne ne sait ce qu'elle donne à celle qui ignore ce qu'elles reçoivent. Il y a dans la cité une enceinte non loin de celle qu'on appelle l'Aphrodite des jardins, et à travers laquelle descend un passage souterrain naturel. Les jeunes filles descendent, une fois en bas, elles laissent ce qu'elles portent, reçoivent quelque chose d'autre, qu'elles emportent bien enveloppé. Dès ce moment, on les congédie et l'on conduit d'autres jeunes filles sur l'acropole à leur place. Donc vous voyez, on est aussi dans le registre du secret. Et c'est d'ailleurs ce que signifie arephoria, c'est le transport des choses indicibles. Donc on est sur un même arrière-plan de représentation. Alors de quoi s'agit-il? Là, pour une fois, le texte peut être enrichi de données archéologiques. De données archéologiques connues depuis l'entre-deux-guerres, à peu près. Donc, je vous ai mis ici un plan du plateau de l'acropole avec la maquette. Donc, vous avez l'entrée, vous avez là le Diterekteion, qui est le temple de l'Athénapolias. Et donc, quand Pausanias fait référence à ce rituel, il fait référence à l'espace qui est ici, pas loin de la Polias. Et les archéologues ont mis au jour un passage, une faille, dont vous avez la coupe ici, à l'intérieur de l'acropole, donc, qui arrive effectivement, qui débouche au flanc nord, ici, non loin d'une enceinte dédiée à Aphrodite. Donc on a, c'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné, la convergence entre ce que Pausanias nous dit et ce que les archéologues du flanc nord, qui ont fouillé le flanc nord, le plateau et le flanc nord de l'acropole, nous permettent de connaître des lieux. J'ajouterai une glose, donc à la traduction du passage de Pausanias, j'ajouterai une glose d'un autre Pausanias, ce n'est pas le même, c'est un lexicographe contemporain, un lexicographe donc, qui a fait cette synthèse des noms attiques, et il fait référence sub verbo anastatoi, qui signifie ériger, à une sorte de gâteau. Il s'agit de ceux que les aréphores font elles-mêmes. Donc manifestement, les aréphores font elles aussi des plasmata, comme dans le cas des thesmophories que l'on vient d'évoquer. Et cette référence à l'ériger, il faut évidemment y voir un symbolisme sexuel. Donc vous voyez qu'on a là une convergence entre les deux types de rites qui est fort intéressante et qui nous permet d'approfondir notre connaissance de ce que la glose révèle. Donc la descente dans une faille, ainsi que le symbolisme de la boulangerie à l'œuvre au cours des thesmophories et des aréphories sont effectivement comparables avec ce que je viens de vous montrer. Le pain anastatos, donc érigé, dont témoigne le Pausanias lexicographe, renvoie tant au phalloi qu'à l'image du serpent gardien. Or, c'est sans doute ce que l'on voit se dessiner derrière ce rituel acropolitain. Comme l'a bien montré déjà en 1966 Walter Burkert dans cet article,
Le rituel des aréphores est en fait lié au mythe de l'autochtonie athénienne. Vous savez, ce récit qui veut que Athéna ait été poursuivie des assauts d'Héphaïstos. Elle arrive à échapper au viol, mais la semence du dieu tombe sur la terre, et comme la terre ne reste pas sans... Enfin, toute offrande de ce type à la terre ne reste pas sans effet, la terre finira par produire un jeune enfant, Érictonios, qui est confié à Athéna. Vous voyez, sur cette iconographie du Kylix, c'est intéressant. Vous avez, certes, on voit que c'est Athéna parce qu'on a l'égide, mais elle n'a pas de casque, elle n'a pas de bouclier, c'est en quelque sorte la mère des Athéniens. Mais bon, ce serait un autre chapitre. Et donc, vous avez le jeune enfant qui est confié à la déesse, qui à son tour va le confier aux filles de Kékrops, hein, les filles, les Kékropides, les filles de Kékrops. Mais 2 des 3 filles sont trop curieuses, parce qu'évidemment, Athéna a confié l'enfant aux filles dans un coffret, caché, dissimulé, avec interdiction d'ouvrir. Inutile de vous dire qu'elle l'ouvre. Et l'effroi les prend quand elle découvre l'enfant entouré de serpents, et c'est ce qu'illustre ce lécite attique. C'est ce à quoi il fait référence. Il n'illustre pas, mais il y fait référence. Et donc vous voyez là un faisceau d'éléments. Vous avez ce qui est caché dans un contenant, avec une référence au serpent, avec cette référence aussi au thème de la naissance. Au thème de la naissance, vous avez Érictonios d'un côté, vous avez l'ensemencement des humains de l'autre. Mais, et c'est là toute la beauté du polythéisme grec, si on a une convergence de composantes dans cette espèce de phrase qu'est un rituel, on a des composantes qui se retrouvent dans les différentes phrases rituelles, comme des mots, si vous voulez, mais ils sont agencés différemment parce que le message qu'ils produisent est différent. C'est ainsi que Déméter, qui patronne l'opération des thesmophories, colore la portée du rituel du côté de la subsistance, de la production d'enfants et de leur trophie, du fait de les nourrir et de les faire grandir, parce qu'il ne suffit pas de faire naître des enfants dans la culture à laquelle nous avons affaire, encore faut-il qu'ils survivent. Donc ça, c'est le domaine de Déméter, tandis que cette Athéna-là, que vous avez encore sous les yeux, quand elle est à la manœuvre dans le cadre de la cérémonie des aréphores, eh bien c'est celle dont Solon, dans un texte que je vous ai plusieurs fois mis sous les yeux, disait qu'elle protégeait la cité d'Athènes en mettant ses mains au-dessus de la polis. C'est la divinité tutélaire. Et donc ce qui est promu dans ce rituel des aréphories, c'est la continuité de la communauté des citoyens qui est alors en jeu. Vous voyez, les composantes de chaque rituel sont comparables, et on voit bien qu'on joue avec les mêmes éléments, mais l'organisation de la phrase polythéiste n'est pas la même à partir du moment où le référent divin colore cette manipulation. Mais on voit très bien pourquoi le glossateur a fait cette comparaison. Elle est tout à fait pertinente. Alors, j'en reviens à la scolie, après cette référence aux aréphories. Et la scolie énumère d'autres gestes accomplis par les puiseuses. Il s'agit cette fois donc du mouvement qui consiste à précipiter les porcelets dans la fosse, avec des branches de pin, et le tout est interprété par le scoliaste et sa source, parce qu'il se fonde sur un texte plus ancien, je vous l'avais dit, comme une action de grâce pour Déméter, Charisteriat et Démétrie. Une action de grâce pour Déméter, et cette précipitation fait écho par des symboles parlants, donc à la fois les porcelets et les branches de pin, à la fertilité de la terre céréalière et à la fécondité des humains. On retrouve dès lors l'idée du saut civilisationnel que les dons de Déméter auraient permis à l'humanité de réaliser et l'explication du nom de la déesse, que je ne vous ai pas mis sous les yeux, j'en avais parlé à propos du cours, dans le cours consacré à cette explication. Ce sont donc 2 types, et c'est la fin de la glose que je vous mets sous les yeux, ce sont donc 2 types d'explications que distingue le texte, nommément. Le texte produit lui-même
l'exégèse de ces explications. L'une est mythique, nous dit le texte, vous voyez, Mutikos, c'est en fait l'histoire du porcher Eubouleus, et l'autre est physique, physikos, c'est-à-dire naturel. Mais vous remarquerez quand même que derrière ce physikos, ce logos physikos, donc cette explication, on aurait tendance à dire rationnelle, on a le charistérion pour Déméter. On a l'action de grâce pour Déméter. Donc nous continuons, même s'il y a cette distinction entre ce qui est mutikos et ce qui est physikos, nous continuons à nous situer dans un discours interne à la culture grecque qui prend les dieux au sérieux. Ça, je veux vraiment le souligner par rapport à cette glose. Même si le propos dépasse la simple référence à la première fois, l'étiologie que j'évoquais tout à l'heure, il met en évidence l'hommage à la déesse pour les dons qu'elle a apportés aux humains. Alors évidemment, l'origine du discours en question, de ce discours, est difficile à déterminer car la glose, je vous l'ai dit, est exceptionnelle par son détail et sa sophistication. Alors on sait que c'est sans doute un érudit byzantin qui l'a mise en forme dans le manuscrit de Lucien, mais c'est manifestement l'œuvre sur laquelle il se fonde, cet érudit, devait remonter à la période hellénistique et parler des rituels athéniens, évoquer les rituels athéniens. C'est également d'une même source qu'émane probablement, enfin non, pas probablement, c'est d'une même source qu'émane assurément ce texte de Clément d'Alexandrie dans le Protreptique. Donc avec Clément, nous nous situons plus ou moins à l'époque de Pausanias, vers la fin du IIe siècle de notre ère. Mais évidemment, là, nous sommes dans un tout autre contexte d'exposition. Avec Clément, dans son Protreptique, donc au livre 2, chapitre 17, nous sommes dans une diatribe extrêmement forte contre les mystères des païens, de ceux qu'il appelle les païens. Donc vous avez dans ce discours global, il vient de parler de Dionysos et de ce qui est absolument innommable dans ces mystères, et puis il enchaîne en disant, je cite la traduction de mon désert en la modifiant un tout petit peu, « Vous rappellerai-je la cueillette des fleurs de Phéréphate, c'est-à-dire Perséphone, sa corbeille, son enlèvement par Hadès et l'ouverture de la terre, et les truies d'Eubouleus avalées avec les deux déesses, ce qui est sans doute une erreur de Clément, raison pour laquelle, lors des thesmophories, on précipite des porcelets en les mégarisant. Vous voyez ce verbe mégaritzein. Cette mythologie, les femmes la fêtent de façon variée de par les cités. Là, c'est la fête des Grecs qui ressort lors des thesmophories. Et là, vous avez des schirophories, des arétophories. Donc on voit bien que la source est la même que la glose. Variation qui évoque en le dramatisant l'enlèvement de Phéréphate. Pas de référence à l'action de grâce de Déméter ici, vous remarquez, ni à la fertilité des champs et à la fécondité des humains. Seule la mythologie aberrante des anciens païens et les rituels absurdes sont évoqués par Clément, mais la source d'information est la même, c'est ça qui m'intéresse ici. Et surtout, la forme du nom chez Clément, Phéréphate, et la référence aux autres fêtes, dont on a vu le détail dans la glose, pointe vers une source athénienne, parce que Phéréphate, c'est une forme athénienne du nom de Perséphone. Si la manipulation des plasmata de boulangerie et la précipitation des porcelets dans les cavités font bien partie de ce que les hommes ne peuvent pas connaître, la source de la scolie et de Clément doit avoir puisé à un savoir de femme. Mais j'approfondirai ce point un peu plus tard. J'en reste là pour l'instant dans l'analyse de la scolie et j'en arrive à mon deuxième point qui nous fait remonter le temps, puisqu'avec la scolie, je vous l'ai dit, on est dans le travail d'un érudit byzantin, Xe siècle de notre ère, se fondant sur une œuvre probablement de la période hellénistique, peut-être du IIe siècle avant, et avec les Thesmophoria Zousa et d'Aristophane, nous arrivons à Athènes, dans le théâtre de Dionysos, en 411, donc en pleine guerre du Péloponnèse, et dans des moments politiques compliqués pour Athènes. Donc,
jouée à ce moment-là, la comédie Phamothesmophorie est parodique à 2 niveaux au moins. D'une part, et vous allez voir pourquoi, elle fait entrer Euripide et la tragédie d'Euripide dans la comédie, tout en prenant pour modèle une autre pièce d'Aristophane lui-même. Vous avez une sorte de mise en abîme d'Aristophane par lui-même, sa comédie qui s'appelle Les Acarniens. Alors, pour le dire avec Rossella Saeta Cotone, dont vous allez voir que je reprends la traduction, les Thesmophoria Zousa sont à la fois une paracomédie et une paratragédie, une sorte de mise en abîme de la comédie et de la tragédie. Mais ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, c'est le choix de situer l'intrigue, le choix d'Aristophane de situer l'intrigue au cœur de la fête, ce qui l'érige en une sorte de pararituel, dans une certaine mesure, si j'ose ce néologisme. Mais évidemment, là, c'est moi qui parle, puisque je suis beaucoup plus intéressée par cette construction-là que par le jeu intertextuel de la pièce, qui intéresse avant tout ma collègue. Alors, je vais résumer brièvement le contenu de la pièce pour ceux pour lesquels elle ne serait pas familière, pour mettre aussi la réflexion qui suivra en contexte. Alors, je vous raconte brièvement l'intrigue. Donc, au fondement de cette intrigue est le procès que les femmes veulent intenter à Euripide, d'où le méta-théâtre, enfin la méta-tragédie, la paratragédie. Donc, les femmes souhaitent intenter un procès à Euripide au cours d'une assemblée qu'elles tiennent pendant la fête des Thesmophories. Et la raison de ce procès, c'est l'image peu flatteuse qu'Euripide donne des femmes dans ses tragédies. Il en fait des infidèles, des poivrottes, des gloutonnes, bon, j'en passe, des menteuses, enfin bon, tous les stéréotypes négatifs associés à la gente féminine. Et Euripide, qui souhaite échapper à la sentence qui pourrait être fatale, choisit de déguiser un compère pour l'envoyer espionner les femmes et surtout intervenir en sa faveur pendant les débats de cette assemblée de femmes. Alors il essaye de convaincre un autre auteur de tragédie, Agathon, d'aller espionner les femmes, mais celui-ci refuse. Donc il va envoyer un de ses parents déguisé en femme. Mais le parent, au lieu, et c'est là évidemment tout le sel de la comédie, le parent, au lieu de plaider pour Euripide, essaie de convaincre les femmes que finalement Euripide n'avait pas totalement tort. Et donc évidemment il produit l'effet exactement inverse. Il s'attire les foudres et les doutes de l'assistance féminine, puis arrive un homme efféminé qui annonce aux femmes que quelqu'un les espionne. Et évidemment, à partir du moment où il y a déjà les doutes sur cette étrange femme qui plaide pour Euripide et puis l'annonce d'un espion, le parent d'Euripide est démasqué. Il va donc courir à l'hôtel, se réfugier, en prenant au passage ce qu'il croit être un nourrisson et qui s'avère être une outre de vin. Donc on continue dans cette idée des femmes ivrognes. Il appelle ensuite Euripide, qui finit par arriver déguisé en femme, lui aussi. Il va commencer à échanger il va épouser des différents rôles de ses propres tragédies, d'où cette injection de la tragédie d'Euripide dans la comédie d'Aristophane, auquel le parent répond. Et puis finalement, Euripide délivre son parent en jurant aux femmes qu'il ne dira plus jamais de mal d'elles. Vous aurez compris que nous sommes très loin de la gravité de l'hypnomérique ou de la glose, l'érudition de la scolie telle que nous venons de l'évoquer. Mais évidemment, c'est ça, la beauté du travail des historiens de l'Antiquité, c'est qu'ils doivent vraiment faire leur miel de tous les types de textes. Et aujourd'hui, c'est particulièrement le cas. Alors, avant d'entrer dans certains passages du texte, je vais procéder avec la comédie comme je l'ai fait avec la glose, je voudrais rappeler évidemment que les Thesmophories sont une fête de femmes et que c'est là que se situe le sel de l'intrigue mise en scène par Aristophane. Mais cela signifie aussi que le regard masculin d'Aristophane se limitait d'une part à ce qui était pertinent pour son propos et d'autre part à ce qui était connu de chacun. C'est ce qu'Hérodote, j'y faisais référence tout à l'heure, disait déjà à sa manière, j'ai souligné le passage, donc de même sur la cérémonie de Déméter que les Grecs appellent thesmophorie, sur elle aussi gardons le silence, sinon pour en dire ce que permet la piété. Alors évidemment, ce n'est pas du tout comme cela que s'exprime Aristophane,
mais on peut considérer que ce qui affleure des actes posés par les femmes dans la comédie n'est pas forcément une invention, mais il s'agit de ce que même les hommes pouvaient connaître de la fête en question. Donc, mon point de vue, si vous voulez, méthodologique par rapport à ce texte, c'est de le prendre au sérieux dans la mesure où c'est une comédie. Donc, il faut trouver la bonne mesure. Alors, le cadre de l'intrigue est donné d'emblée dans l'échange préliminaire entre Euripide et son parent. En ce jour, dit Euripide, on saura si Euripide doit vivre encore ou mourir. Et le parent lui dit, mais comment ça, puisque les tribunaux aujourd'hui ne jugent pas et que le conseil ne se réunit pas, vu que c'est le 3e jour des thesmophories, celui du milieu. Donc le cadre est posé d'emblée. Malheureusement, ce passage a suscité énormément de commentaires, et ce, dès l'Antiquité, dans les scolies, c'est évident. Et ces commentaires ont nourri ensuite le questionnement et les solutions contradictoires des modernes à propos de l'organisation de la fête, en tout cas de la durée de la fête. Je vous résume rapidement la problématique qui repose en fait sur ce vers, le vers 80. Donc c'est le 3e jour des thesmophories, celui du milieu. Si le texte du vers 80 est bien authentique, ce que certains contestent en le corrigeant, la fête devait durer 5 jours. Pour que le 3e jour soit celui du milieu, il faut que la fête dure 5 jours. Or, les scolies placent la fête sur 3 jours. Une partie des scolies. Ici, je vous ai repris donc, une des anciennes scolies de la comédie. Donc, Carle XI de Pianoption. Donc, nous sommes dans le mois dont je vous avais parlé. Carle XI, c'est la montée, donc c'est le nom de la journée en question, Anodos. Le 12, Nesteia, le jeûne. Puis le 13, Caligenea, la belle naissance. Dès lors, une correction du texte est proposée pour éliminer la référence au 3e jour en ne conservant que la mention du jour du milieu. C'est-à-dire que la comédie d'Aristophane se placerait le jour du jeûne, appelé Nesteia à Athènes. Et quand les femmes sont réunies en assemblée et ouvrent la discussion, il est à nouveau fait référence au jour du milieu, en soulignant qu'il s'agit du moment des thesmophories où les femmes ont le plus de temps libre, ce qui est une indication intéressante. Et donc je lis ce passage avec vous, donc vers 371-380. Écoutez toutes, c'est très drôle en plus, enfin très drôle, il y a une ironie là derrière qui est délicieuse. Écoutez toutes, le conseil des femmes a décidé, ce qui est presque une contradiction dans les termes en Grèce ancienne. Le conseil des femmes a décidé, sous la présidence d'Archicléia, Lysilla étant secrétaire, sur motion de Sostraté, de tenir une assemblée à l'aube, le jour du milieu des thesmophories. Le revoilà, mais là on ne dit pas que c'est le 3e. Celui où nous avons le plus de temps libre est de délibérer avant tout sur Euripide de la peine qu'il doit subir, car il est prévenu de nous avoir outragées toutes. Qui veut prendre la parole? Donc c'est une délicieuse parodie des séances effectives de l'Assemblée des citoyens, avec la lecture d'une résolution du Conseil, qui est soumise à la discussion, puis au vote. Donc tous les spectateurs, évidemment, devaient retrouver ce qui leur était familier. Quant au temps libre dont disposeraient les femmes ce jour-là, il tente à accréditer l'interprétation du jour du milieu comme étant le jour du jeûne. D'autant plus qu'à la fin de la comédie, on a un passage qui fait explicitement référence au jeûne des femmes pendant la fête. Je lis avec vous, donc c'est une prise de parole de la Coryphée, au vers 947-952. « Allons, faisons la fête comme c'est la coutume pour nous, femmes, en ce lieu. Quant à la saison sainte, nous célébrons les rites sacrés des 2 déesses. Même posons les honneurs par le jeûne, en priant souvent les 2 déesses avec nous pour que d'année en année, il lui soit encore longtemps donné de servir ces rites. » Alors, première chose, je propose, j'avais donc utilisé, je viens de lire la traduction de Raffaella Saetta Cotone, et je propose simplement une petite correction. Vous voyez, cette phrase est évidemment pour moi très importante. Otan orgasem natea ierais, urais anekomen. Donc la traduction de ma collègue, c'était « Quant à la saison sainte, nous célébrons les rites sacrés des 2 déesses ». C'est évidemment correct, mais je pense qu'on peut être plus précis. Quant au temps propice au rite sacré, vous vous souvenez, je vous ai parlé plusieurs fois de la traduction de hora, horé. Or ici, on a quand même des occurrences nombreuses, donc on voit que c'est quelque chose d'important.
au temps propice au rite sacré, nous soulevons les vénérables orgias pour les deux déesses. Et là, j'ai restauré la dimension concrète de ces orgias parce que le verbe, me semble-t-il, ici, anekain, impose cette vision concrète. On soulève, hein, on ne fait pas simplement de façon un peu banale célébrer les rites. Je pense qu'il y a là une autre dimension. Mais bon, c'est une proposition. Et quant à Poson, en fait, là, vous savez, on a affaire à un auteur comique. Donc, évidemment, le référentiel est extrêmement important et très ancré dans la réalité de ce que vivent les Athéniens. Et Poson, c'était un peintre qui était bien connu pour son indigence. Et donc, vous avez là une sorte de clin d'œil au public en disant, ben oui, il y en a un qui jeûne tout le temps, c'est Poson. Hein, donc, quelque part, il célèbre les thesmophories toute l'année. Bon. Donc un petit clin d'œil à cette actualité. Alors je vais reparler du jour concerné, mais je voudrais dire un mot également sur le lieu de la célébration. Hein, quand elles disent en ce lieu, donc c'est la coutume pour nous femmes en ce lieu. Je vous ai dit, en refermant la leçon de la semaine dernière, que je souscrivais à l'interprétation de Kevin Clinton, considérant que les thesmophories étaient une fête qui se célébrait dans l'édème et qu'il n'y avait pas nécessairement de fête publique célébrée par toutes les Athéniennes au même moment, au même endroit. Alors évidemment, Aristophane, lui, il donne une image unifiée de la célébration. La meilleure preuve, c'est que dans la comédie, vous avez des femmes qui viennent de différents dèmes. Et ça a pu évidemment influencer l'idée qu'il y aurait eu, idée contre laquelle Kevin Clinton, je pense, a développé des arguments convaincants, l'idée qu'il y aurait eu une fête unifiée. Donc je pense que ça n'invalide pas cette interprétation. En tout cas, ce qui m'intéresse sur le plan concret, il y a chez Aristophane une indication qu'on a affaire à un critère organisationnel commun qui traverse toutes les célébrations thesmophoriques. C'est le regroupement en skenai, c'est-à-dire en ce qu'on traduit habituellement par des tentes ou des abris provisoires. Vous vous souviendrez que quand on avait parlé du sens de thesmophoros, des attributs onomastiques plutôt de la déesse, j'avais produit ce fragment de vase trouvé en Sicile, à Gela, avec la référence à la scana de Dicaio. Je vous avais dit que je reviendrai là-dessus. Ben, c'est le moment d'y revenir. Donc voilà, vous avez cette organisation que l'on va retrouver chez Aristophane. Donc dans ce passage des vers 622-635, c'est un passage où le parent d'Euripide a suffisamment attiré les soupçons sur lui pour que cette dernière s'interroge en se disant « mais c'est qui cette femme bizarre ?» Et donc, je lis la traduction avec vous. Clisthène, alors Clisthène, c'est l'homme efféminé qui est venu dire aux femmes qu'on les espionnait. « Tu m'as l'air complètement délirante, dit-il aux parents qu'il prend pour une femme. Tu es déjà venue ici avant ? Oui, oui, par Zeus, dit le parent, tous les ans. Et qui est ta compagne de tante ? Et là, vous avez en grec donc le rapport suskenetria. Donc vous avez cette référence à l'implantation de tente dans l'espace sacralisé pour l'occasion. Donc, quelle est ta compagne de tente ? La mienne, dit-il, c'est Deina, donc ça veut dire machin chose, si vous voulez. Pauvre de moi, tu ne dis que du vent, dit Clisthène. Et puis il y a une femme qui pousse Clisthène et qui lui dit « Pousse-toi, je vais la mettre à l'épreuve pour de bon, sur les rites de l'année dernière. Toi, mets-toi à l'écart, dit-elle à Clisthène, puisque c'est un homme et qui ne peut donc pas entendre ce qui va se dire sur les rites. Tu ne dois pas écouter, tu es un homme. Toi, en revanche, dis-moi, quel est le rite qui nous a été révélé en premier ?» Donc vous voyez ici le cœur de ce qui est exclusivement féminin dans le rituel qui transparaît, mais évidemment qu'Aristophane va complètement détourner en soulignant l'ivrognerie des femmes. Vous avez, voyons, dit le parent, quel était donc le premier ? Nous avons bu. Et après ça, dit la femme, donc comme si effectivement c'était le cas. Et après ça, le deuxième, nous avons trinqué, dit-il. Ça, tu l'as entendu dire par quelqu'un, mais quel était le troisième ? Et puis il invente, Axénila a demandé une cuvette parce qu'il n'y avait pas de pot de chambre. Enfin, on est dans la bouffonnerie aristophanesque. Et la femme lui dit, tu ne dis rien de sensé, ici vient Clisthène, le voici, l'homme dont tu parles. Et donc vous voyez
outre cet élément organisationnel du partage des femmes dans des, on dirait des chambrées si on était à l'armée, mais là, en l'occurrence, ce sont des skenai, donc des tentes, et cette idée que ce qui est fédérateur dans la fête pour les femmes, c'est précisément ce rapport aux rites qui sont révélés. Et vous avez ici donc proton, heminton, hieron et des knuto, donc montrer des hieras. Alors là encore, il y a une ambiguïté. Une ambiguïté. Est-ce que les hieras, c'est le rituel ou c'est l'objet? Ça peut être les deux, mais les réponses ici induisent plutôt vers des comportements, donc plutôt vers le rituel. Donc finalement, on voit bien que le parent est un homme. Donc Aristophane a retissé le motif de l'ivrognerie des femmes quand elles sont entre elles, tout en jouant habilement sur les rites secrets qui sont montrés aux femmes. Et quand la Coryphée recommande de regarder soigneusement si d'autres espions ne se sont pas introduits, en fait, on a cette idée qu'on va allumer les torches, ceindre les vêtements à la mode masculine et enlever les manteaux, puis chercher si par hasard un autre homme ne s'est pas introduit ici, courir tout autour du lieu d'assemblée. Vous avez ici une référence à la Pnyx, qui est le nom du lieu où s'assemblaient les hommes, ce qui a conduit à beaucoup de confusion d'ailleurs sur l'identification d'un thesmophorion à Athènes. Et examiner à nouveau les tentes et les passages entre elles. Donc il faut imaginer ce que c'étaient les femmes aux thesmophories, c'est-à-dire des tentes, une multiplication de tentes sur une aire à proximité des hôtels et probablement d'un mégaron, où donc les femmes se réunissaient entre elles. Alors, plus tôt dans la pièce, d'autres éléments rituels apparaissent et méritent qu'on s'y arrête pour tisser ce faisceau d'éléments. Euripide et son parent donc, finissent de comploter, donc je reviens au début de la pièce, et le parent va rejoindre les femmes. Donc je lis la traduction avec toi. Euripide lui dit « Dépêche-toi vite, le signal de l'assemblée apparaît sur le thesmophorion, je m'en vais ». Le parent fait semblant de parler à son esclave. Et donc il lui dit, maintenant Trata, viens ici, suis-moi, regarde Trata, tous ces gens qui montent dans la fumée des flambeaux ardents, ô splendide thesmophore, accueillez-moi sous de bons auspices. Et ici, et à mon retour à la maison, Trata pose le panier, sort les petits pains pour que je les offre aux deux déesses. C'est plutôt pour que je les sacrifie aux deux déesses, puisque vous avez ici le verbe tuein. Bon, c'est un détail, mais c'est vraiment un sacrifice. Maîtresse vénérée, chère Déméter, et toi, Perséphone, donc les deux déesses sont là. Faites que je puisse souvent vous offrir de nombreux sacrifices, ou au moins que je reste caché aujourd'hui. Vous voyez toujours l'ambiguïté, évidemment, de la prière dans le discours d'Aristophane. Et que ma fille Chatounette trouve un mari riche et par ailleurs idiot, et niais. Et que mon petit Biroutin soit intelligent et plein d'esprit. Où y a-t-il une bonne place où pour écouter les orateurs? Toi, Trata, mets-toi à l'écart, les esclaves n'ont pas le droit d'entendre les discours. Voilà, déjà une question réglée. Les esclaves pouvaient arriver jusqu'à un certain point de la célébration, mais devaient s'écarter. Puis alors vous avez la prise de parole de la Coryphée. Silence, silence, priaient les deux thesmophores et Ploutos, et belle naissance, et nourrice des jeunes, et Hermès et les grâces, afin que cette assemblée et la présente réunion aient les résultats les plus beaux et les meilleurs, et avec beaucoup de profit pour la cité des Athéniens. Donc là, on est dans une logique très officielle de prière qui se disait effectivement à l'assemblée, avec du succès pour nous toutes, et celle qui agit et qui parle le mieux en faveur du peuple, des Athéniens et du peuple des femmes, ça évidemment c'est l'ajout d'Aristophane, que celle-là gagne. Priez pour cela, demandez le bonheur pour nous-mêmes, yé péant, réjouissons-nous. Bon, première remarque, le fait que les femmes doivent monter dans la fumée des flambeaux ardents pour rejoindre l'assemblée a pu étayer l'image de, vous voyez, anerkomai ici, a pu étayer l'image d'une anodos, c'est le nom de la première journée des thesmophories, une montée, donc le 11 de Pianoption. Mais fondamentalement, et donc oui, si c'est comment dirais-je, si c'est l'anodos, ça veut dire qu'effectivement, ça imposerait que
la fête dure 5 jours. Mais il est probable, en fait, et je reviens ici sur le référent calendaire de la comédie, il est probable que la comédie joue en fait sur le référentiel de la fête dans sa globalité. Vous avez la référence effectivement à la montée, vous avez la référence au jeûne que je vous ai montré, et même à la belle naissance, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le parent allait s'emparer de ce qu'il pensait être un nourrisson et qui était finalement une outre de vin. Mais le fait qu'il soit susceptible de s'emparer d'un nourrisson montre que la présence d'un tout jeune enfant au sein des thesmophories n'est pas une absurdité qui aurait évidemment surpris les spectateurs de la pièce. Ça pouvait être une composante effective de la célébration qui renvoie évidemment à la Kalligeneia, à la belle naissance. Donc on voit bien qu'Aristophane ici a joué sur tous les tableaux. Deuxième remarque sur ce passage, le parent donc, qui fait comme s'il parlait à son esclave, prie en même temps les thesmophores. La servante donc, est susceptible de sortir des paniers toute une série de gâteaux, mais donc on voit que l'esclave n'assiste pas à la fête. Quant aux prières qui suivent, celle du parent est adressée au seul thesmophore et formulée comme s'il était une mère qui prie pour ses 2 enfants, un garçon et une fille. Alors évidemment, le nom des enfants relève de ces nombreux jeux de mots salaces de la comédie, puisque la fille s'appelle koirios, c'est-à-dire petit porcelet, ce qui est une contradiction dans les termes, mais petit porcelet, tout en désignant aussi le sexe féminin dans le langage, dans le vocabulaire grec. Ça peut être on a d'autres exemples chez Aristophane, et le nom du garçon fait de même pour le sexe masculin. Donc on voit bien que là, Aristophane s'amuse. La deuxième prière, en revanche, sérieuse, prise en charge par la Coryphée, donc la maîtresse du chœur, invoque les divinités présidant à l'assemblée qui va commencer. On y retrouve les thesmophores, Plutos, dont je vous ai déjà abondamment parlé, l'entité qui protège la richesse céréalière qu'envoient les 2 déesses. Vous avez Kalligeneia et Kourotrophos, qui déclinent la protection des 2 déesses sur la production d'enfants, la gestation d'enfants et leur trophie, donc le fait qu'ils survivent aux premières années. Vous avez Hermès et les Charites, ici. Hermès et les Charites, avec Hermès, on a le dieu des passages, celui qui ramenait Corée des enfers, et Charites, c'est les divinités qui favorisent la réciprocité entre les dons des dieux et les offrandes des hommes. Donc on est là dans une liste de destinataires de la prière qui est comme une sorte de glose divine de ce qui est attendu. Alors certes, le propos est comique et satirique, inutile de vous faire un dessin, il suffit de lire. La combinaison des divinités pointe vers la double portée de la fête, telle que l'évoquait la Scolie, la fertilité des champs, avec Plutos, et la fécondité des femmes, en ce compris la bonne croissance des enfants. Je vous disais, il ne s'agit pas seulement de les mettre au monde, il faut qu'ils survivent. Enfin, je convoquerai un ultime passage dans cette comédie d'Aristophane, à savoir un hymne clétique qui est chanté par le chœur à la fin de la comédie. Alors un hymne clétique, c'est un hymne qui invoque la divinité pour qu'elle vienne. Donc une sorte de sollicitation pressante de la présence de la divinité au sein du rituel. Et donc, que nous dit cet hymne? Je lis la traduction avec vous. Donc on est au vers 1136 ou 1159, donc on est presque à la fin. C'est l'usage d'invoquer ici en chœur Pallas, l'ami des danses, donc là on a la divinité tutélaire, Athéna. Jeune fille, vierge indomptée, qui seule tient notre cité et qui, avec un pouvoir manifeste, est appelée celle qui en détient les clés. Apparaît-toi qui, comme il se doit, déteste les tyrans. Là, vu la situation à Athènes en 411, la référence devait résonner aux oreilles des spectateurs. Le peuple des femmes t'invoque, viens à moi en compagnie de la paix, ami des fêtes. N'oubliez pas, nous sommes au cœur de la guerre du Péloponnèse. Ça, c'était pour Athéna. C'était le moment politique. Puis vous avez les thesmophores. Venez, propice, bienveillante, souveraine, en votre bois sacré, là où il n'est pas permis aux hommes de contempler les vénérables orgias, là où à la lumière des torches vous apparaissez toutes 2 immortelles visions. Venez toutes 2, avancez toutes 2, nous vous en prions, ô toute souveraine thesmophore.
Si jamais par le passé vous avez répondu à notre appel, venez, rejoignez-nous à nouveau. Nous vous en supplions ici même. C'est le libellé typique des hymnes clétiques. Alors, j'ai modifié, vous le voyez, la traduction de Ravela Saeta Cotton, et en insistant sur... J'ai ajouté ces toutes deux, même si ce n'est pas très joli et c'est un peu redondant, précisément parce que le grec utilise le duel, qui est très difficile évidemment à rendre en français sans déployer cette récurrence de référence au fait qu'elles sont deux. Vous voyez les verbes en grâce ici. Donc, ces verbes au duel soulignent l'indissoluble lien entre la mère divine et sa fille dans le cadre rituel, et la réunion des deux dans le cadre du rituel après la période de jeûne, qui, si on accepte de lire le rituel en ayant en tête, comme le disait Clément d'Alexandrie, le fait que la dramatisation de l'enlèvement de Corée traverse tous ces rituels, on a évidemment l'idée des retrouvailles à la fin du processus, immortelle vision, est-ce que je l'ai, ambrotonopsine, donc des deux divinités. On a à nouveau, donc on a la référence, c'est une sorte de condensé, si vous voulez, de ce qui compose la fête. Vous avez la référence Houtémis, donc il n'est pas religieusement permis aux hommes de voir tout cela. Et vous avez donc aussi la référence aux torches qui est récurrente et qui fait partie des attributs des deux divinités, tel que le chant d'Agathon au début. Je vous ai déjà montré ce passage puisqu'on y avait la référence à la Ctonia ou aux Ctonia et aux déesses ctoniennes. Donc en recevant le flambeau sacré pour les ou des deux déesses, on ne peut pas trancher, jeune fille avec la libre patrie dansait ce chant. Donc vous avez une attente d'épiphanie qui est commune à tous les hymnes clétiques. Donc Aristophane, c'est pas tout à fait la même chose, Aristophane ne dévoile rien des rites féminins en mettant cet hymne en scène. Néanmoins, en tant que citoyen de la cité d'Athènes où le culte de Déméter et notamment le culte éleusinien est fondamental, il inscrit évidemment sa comédie sur un arrière-plan démétriaque qui est bien connu de ses concitoyens. Et de ce point de vue, l'ambrotos opsis, ici, l'immortelle vision que les célébrantes espèrent, fait écho à l'importance de la vision que j'avais bien soulignée dans l'analyse de l'hymne homérique à Déméter. On voit bien que la question de la vision des deux déesses est extrêmement importante, que ce soit dans le cadre éleusinien ou dans le cadre thesmophorique. Puisque, encore une fois, Clément le disait, cette mythologie, les femmes la célèbrent de façon variée, cité par cité, lors des thesmophories, etc. Variation qui évoque le dramatisant l'enlèvement de Phéréphate. Donc il y a tout cet arrière-plan infuse en fait le rite. Aristophane en parle peu, mais je pense qu'on a ici des éléments qui nous permettent de voir au moins le référentiel qui habitait l'arrière-plan de cette comédie. Alors, dernier point, plus court, soyez rassurés, je suis presque au bout. Quelques informations venues d'Édème. Et là, on change encore de registre documentaire, dans la mesure où ce premier document, un premier document que je voudrais vous mettre sous les yeux, est épigraphique. Cette fois, il est épigraphique, donc on change totalement de registre. Il date de l'année 334-3. On a un archonte, donc on arrive à dater très précisément, ce qui est rare. Et il vient du dème de Colargos, qui est un des dèmes que j'avais entouré en rouge sur la carte de l'Attique, puisqu'on a une information à ce sujet. Je lis avec vous le contenu de ce décret. Donc c'est quelque chose de très officiel. Malheureusement, il est mutilé au-dessus, donc ça devait commencer avec les attendus que l'on a vus, d'ailleurs, mis en scène par Aristophane à propos des femmes. Donc voici ce que les archousailles, donc les magistrates en fait, donnent toutes deux en commun à la prêtresse pour la fête et l'organisation des thesmophories. Alors là, vous avez, je vais vous épargner la lecture, une quantité d'ingrédients de farine, de fruits secs, et vous avez, où est-ce qu'il est
j'aurais dû tout lire finalement, des flambeaux, voilà, ne valant pas moins de 2 oboles et 4 drachmes d'argent. Donc les flambeaux, encore une fois, importants dans ce registre. C'est ce que donnent les arcousai, afin que ce soit jamais dans l'intérêt du dème de Cholargos, selon ce qui est écrit, qu'une selle soit dressée dans le pithion, etc. L'intérêt de ce document, il est organisationnel. Il est organisationnel. On a donc 2 femmes nommées arcousai, des magistrates, hein, c'est le féminin de Arcone, donc c'est l'équivalent au féminin, fournissent des provisions, des flambeaux et du cash à la prêtresse en vue du rituel. On sait par ailleurs que les prêtresses étaient aussi des femmes mariées. On a, par exemple, dans un autre dème, on a un décret honorifique où on voit clairement que la prêtresse de la thesmophore, des thesmophores, est la femme d'eux. Donc c'est clair que c'est comme ça qu'elle est identifiée. Les composantes de cette liste, hein, vous voyez, beaucoup de farine, beaucoup d'orge, pointent notamment vers la préparation de pains et de gâteaux de toutes sortes. Et le nombre de 2 responsables est en fait confirmé dans un autre type de document encore. Et vous voyez que même si nous ne faisons pas des sciences, nous, en tant qu'historiens, évidemment, l'expérimentation stricte nous est refusée. Nous ne sommes pas une science expérimentale, mais la convergence des différents types documentaires peut nous tenir lieu d'expérimentation. Et c'est ça aussi que je veux vous montrer dans cette convocation de toute une série de textes différents. Et donc ici, nous sommes dans un discours d'orateur, en l'occurrence l'orateur Isée, et que nous dit-il à propos de la légitimité de la mère du plaignant? Ce ne sont pas ces faits seulement qui mettent en évidence que notre mère était fille légitime de Chiron, mais encore la conduite de notre père, ça je l'ai mise de côté, c'est ce qu'il y a là, et l'attitude des femmes du dème envers elle. C'est ça qui m'intéresse. Les femmes du dème, dans la suite, choisirent notre mère avec la femme de Dioclès de Pythos pour présider aux thesmophories et accomplir avec celle-ci les cérémonies d'usage. Et on voit un peu plus loin dans le discours qu'elle a donc été responsable des rites. Curia poiein hieron. Le même Isée, dans un autre discours, reprend un argument du même type pour contester le statut d'épouse légitime d'une femme dont la fille réclame un héritage. Donc là, l'argument est renversé. Et il nous parle du mari, du prétendu mari de cette femme. De plus, dans son dème, donc vous voyez, on est au niveau du dème. Possédant une fortune de 3 talents, s'il avait été marié, il eût été obligé, au nom de son épouse légitime, de régaler les femmes lors des thesmophories et de soutenir dans le dème en son nom les autres offices qu'implique une telle aisance. Donc vous voyez, ces fragments, ces ouvertures sur des petits détails au sein de cette argumentation nous permettent de tirer toute une série de fils et de voir que la participation aux thesmophories et singulièrement la prise de responsabilité dans ce cadre, comme Arcousa, est un puissant marqueur de statut pour les femmes de la cité. Ça, c'est très important pour la suite. Mais vous constatez que, hormis la référence au porcelet dans la scolie de Lucien, dans ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, on ne voit poindre de sacrifice animal ni dans la comédie d'Aristophane, ni dans l'inscription de Cholargos, ni, en tout cas de façon directe, dans les discours des orateurs. Il y a juste la référence, ici j'ai traduit par régaler les femmes, mais en fait ça fait référence à un repas, à un banquet. Or, quand Marcel de Thiene, en 1979, parlait de violentes eugénies et du sang qui les couvrait pendant la célébration, il posait évidemment explicitement la question du rapport des femmes au sacrifice. C'est un tel rapport qu'évoque de façon incidente une scolie à une autre comédie d'Aristophane, les grenouilles. Donc vous voyez tuto eipe diato creophagein, donc le fait de manger de la viande. Il dit cela en raison de la consommation de viande aux thesmophories, et parce qu'à Déméter et Corée, on sacrifie l'animal, c'est-à-dire le koiros. Se pose alors la question du statut sacrificiel du porc ou du porcelet dans le cadre de ces cérémonies, et c'est quelque chose que nous explorerons
la semaine prochaine. Merci pour votre attention.